Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Charlotte Pereira, je suis orthophoniste à la filière FIMATO et je remercie l'équipe du Centre de référence et de compétences de la RNI de Lille de m'avoir proposé de venir vous parler des projets qui sont menés au sein de la filière concernant l'oralité alimentaire et notamment les troubles de l'oralité alimentaire, qu'on appelle également euh, récemment les troubles alimentaires pédiatriques. Les projets qui sont mis en place, on en a parlé de manière un peu transversale dans certaines de vos présentations, et donc la filière FIMATO a plusieurs projets qui concernent cette thématique. Donc il y en a 7 au total. Je vous les ai résumés en un diapo pour essayer de faire rapide. Donc, sous l'impulsion du centre de référence de la RNI de Lille, il y a des recommandations en oralité dans le cadre des hospitalisations néonatales. C'est un projet qui fait suite à un livret de recommandations qui date de 2012. Et l'idée, c'est de mettre à jour ce livret et ses recommandations avec une étude nationale. C'est un projet qui est en train de se construire. Ensuite, il y a également une application mobile qui verra le jour prochainement, on l'espère, pour les parents des enfants qui ont des troubles de l'oralité alimentaire, pour leur apporter un soutien en parallèle de la prise en soins en ville ou la prise en soins hospitalière. On sait que les parents sont souvent très affectés par ces troubles et que la qualité de vie est également très affectée. La filière FIMATO développe aussi des sessions oralité qui récemment ont été faites en visioconférence, vu le contexte sanitaire, en partenariat avec le groupe Miam Miam. C'est des sessions sur des journées ou des demi-journées pour les professionnels de santé et pour les familles. Il y a également un DU qui est mis en place depuis 2014, qui est coordonné entre l'Université de Lille et l'Université de Paris Diderot, avec 30 étudiants et étudiantes par promotion, qui forment les professionnels donc aux troubles de l'oralité alimentaire chez l'enfant. Il y a également des soirées oralité mises en place en partenariat avec les URPS orthophonistes, donc pour les professionnels de santé. Elles ont été développées en Hauts-de-France et se développent actuellement en Bretagne. Il y a un programme d'ETP qui est en pleine construction et qui va démarrer en septembre pour les parents et pour les enfants qui sont qui présentent des troubles de l'oralité. C'est dispensé par une équipe soignante pluridisciplinaire. Et donc, la première session débutera en septembre. Et également des séjours de sevrage de la nutrition entérale en partenariat avec des établissements médico-sociaux des Hauts-de-France qui sont soutenus par la filière FIMATO pour être mis en place dans le cadre d'enfants qui ont soit par la pathologie, soit également par les troubles de l'oralité alimentaire qui y sont liés, ont une nutrition entérale et un sevrage qui doit s'effectuer. Donc voilà pour les projets rapidement. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci. Bonjour à tous. Moi, je suis chargée de mission pour la filière FIMATO. Je suis basée à Lyon, bientôt à Grenoble. Donc, je m'occupe des relations avec les centres qui sont dans la région sud-est. Et je travaille notamment sur toutes les questions de transition. Donc, je vous présente juste rapidement les termes. Donc, la transition, c'est un processus qui est intentionnel, qui est progressif et coordonné, et qui vise le passage d'un patient adolescent ou jeune adulte des soins pédiatriques vers les services de soins pour adultes. Donc, c'est important de préparer cette transition. Il faut aborder pas uniquement les questions médicales, mais également psychosociales et éducatives. Donc, quand on parle de transition, c'est un processus, contrairement au transfert, qui est un point exact dans le temps. Donc, c'est vraiment l'instant T où le patient va passer dans les services adultes. Il n'y a pas de critère d'âge strict qui est établi. Il faut vraiment s'adapter au patient, c'est du cas par cas. Mais habituellement, le transfert se fait entre 16 et 20 ans. Et bien sûr, comme je vous disais juste avant, il faut que le patient soit vraiment prêt à passer dans les services adultes. Donc, il faut que ce soit un moment idéal pour lui où il est stable au niveau clinique, psychologique et social. Donc, il est préconisé de débuter la transition avant le transfert, bien sûr, et de plus en plus après. Donc, accompagner le patient, même lorsqu'il est adulte, en service adulte. Donc, quelques enjeux. Donc, la transition, c'est compliqué également parce que ça se passe à l'adolescence. Donc, la maladie a un impact qui est négatif sur l'autonomisation du patient. Il a une mauvaise adhésion souvent aux soins. Il a peur de la dépendance vis-à-vis des traitements, la dépendance par rapport aux soignants, aux parents. Il y a une différence avec les autres adolescents où il va y avoir de l'isolement social qui est très fort à cet âge, de l'anxiété, perte de confiance en soi, et ça peut mener à des conduites à risque. Donc tout ça, c'est à avoir en tête, même dans le suivi de sa santé.
Donc, l'objectif de la transition, c'est principalement d'éviter la rupture du parcours de soins. Donc, pour ça, il faut bien préparer le jeune et sa famille. Il faut l'aider à devenir autonome, donc lui expliquer sa maladie, comment ça va se passer dans les services adultes, les prises de rendez-vous, etc. Poursuivre le développement personnel, social, professionnel. Voilà. Et c'est bien important aussi de prendre en compte la place des parents, c'est un énorme bouleversement pour eux aussi. Donc voilà, il faut en parler avec eux également. Rapidement, je vais vous présenter quelques exemples d'outils qui ont été mis en place par les filières de santé, par Fimato et par certaines associations et centres maladies rares. Donc, ce n'est pas exhaustif. Donc déjà, il y a un groupe de travail interfilière qui a été mis en place. Il est piloté par la filière Neurosphinx, qui a eu un financement dédié pour la transition par la DGOS. Donc, il y a un site internet qui a été créé, transitionmaladiesrares.com. N'hésitez pas à aller voir, il y a énormément d'informations dessus. Il y a également une newsletter, Transactu, qui sort une fois par trimestre, il me semble. Également des outils communs qui peuvent être transposables à toutes les filières, notamment un guide, 5 dimensions de la transition, très complet, qui est une aide pour les centres pour accompagner le patient, pour créer des modules pour l'ETP, etc. Et on est sur un projet actuellement de plaquette informative pour les parents et un podcast sur la transition. Il y a également des formations qui sont développées, qui sont adaptables toujours pour toutes les filières. Donc, on a des journées, des webinaires transition qui ont été créés par la filière Fimato et qui ont été développés depuis 2020 en interfilière. Et il y a également des modules transition, par exemple, dans des programmes de TP et une formation, de la formation par expert, également pilotée par Fimato. Donc, il y a un module transition. Pour Fimato, donc nous, on a fait un état des lieux en 2018 auprès des patients, des parents et des professionnels, ce qui nous a permis de créer ensuite des journées d'information à destination des parents et des adolescents. Donc l'idée, c'était de séparer les ados et les parents pour qu'ils puissent se discuter entre pairs et alterner entre topos d'information et groupes de parole où chacun pouvait discuter de ses problématiques. Donc cette année, enfin depuis 2020, on n'a malheureusement pas pu les organiser en présentiel, donc on a transféré ça en visio. On a fait une visioconférence de 2 heures en 2021. Et depuis 2021 également, ces journées sont transition maladie rare en interfilière, donc pour tous les patients maladies rares. On va également travailler probablement sur un référentiel. Donc là, on a fait quelque chose pour les patients. Maintenant, on va essayer de travailler avec les professionnels. Rapidement, quelques exemples qui ont été développés d'outils pour les patients et leurs familles. Donc, par exemple, l'association La Vie par un fil qui a fait un guide qui est sur la nutrition artificielle, mais relativement large. Donc, ça peut parler à beaucoup d'ados. Notamment aussi la filière G2M qui a fait un guide générique sur la transition. Il y a des outils qui existent sur notamment le site plateforme transition de Necker, des tutoriels, des témoignages, des conseils pour prendre des rendez-vous. Donc, c'est vraiment ciblé pour l'ado. Il y a des recommandations qui sont générales ou spécifiques, donc plutôt là pour les professionnels. Il y a des recommandations dans les PNDS, maintenant de plus en plus des sections pour la transition. Il y a des référentiels, notamment celui dont je vous parlais de la filière Filfoy, des checklists. Voilà. Il existe énormément d'outils qui sont répertoriés sur le site Transition Maladie Rare. Des outils d'évaluation et de suivi, donc par exemple le questionnaire Good to Go, qui a été fait par un hôpital à Toronto et qui a été repris traduit en France par la plateforme Advenir, dont par Robert Debré. Des aides de mémoire, dans des carnets de liaison, etc. Voilà. Et enfin, un petit outil développé également par Necker, par la suite Necker. C'est une appli mobile qui aide le patient à organiser un peu son suivi, gérer sa maladie, prendre ses rendez-vous, etc. Ce n'est pas uniquement pour les patients de Necker, c'est pour tous les patients. Donc, voilà. Je laisse la parole au docteur Serbel qui va peut-être parler de manière plus spécifique de la hernie.
Donc oui, moi je suis le docteur Serbel, je suis pneumopédiatre, donc je vais plus insister effectivement sur la transition chez les patients à hernie. Donc qu'est-ce que nous dit le nouveau PNDS qui est sorti l'année dernière? Il nous dit qu'effectivement les patients à hernie doivent avoir un suivi multidisciplinaire, on l'a bien vu tout au long de cette journée, tout au long de la vie, mais aussi il parle va falloir organiser le relais avec la médecine d'adulte. Mais effectivement, la survie de ces patients augmentant de façon très importante sur les dernières années, on n'a pas de recul de comment vont évoluer ces patients à l'âge adulte. L'augmentation de la survie, elle est liée à une évaluation de la sévérité qui va être meilleure, à une prise en charge peut-être plus intensive, mais au prix d'une morbidité respiratoire un peu plus importante. Je vais juste un petit mot sur la qualité de vie également. Les patients adultes n'avaient pas une moins bonne qualité de vie chez les patients hernie que les patients qui n'avaient pas de R. Quel est le suivi recommandé? Donc ça, c'est juste un petit mot. Donc la fréquence du suivi, c'est tous les 3 mois la première année, tous les 6 mois après, puis au moins une fois par an jusqu'à la passation de transition au médecin adulte, avec des points systématiques vraiment, avec des examens paracliniques et des choses auxquelles on doit faire attention sur les différents systèmes. Moi, je vais vous parler plutôt du côté pneumopédiatrique qui m'intéresse. Les radios de thorax, on l'a bien dit, donc c'est 2 fois par an les 2 premières années, puis tous les 3 ans, mais ne pas hésiter à en faire sur les points d'appel cliniques, notamment digestifs. On l'a dit aussi, les premières EFR vont être réalisées à l'âge de 6-7 ans avec au moins une plétismographie, un test de marche. On n'a pas acté concernant, comme le disait Tama et Sébastien, d'examen radiologique systématique. Il faudra peut-être y réfléchir. Comment ça se passe, nous, en pratique au CHU de Lille, juste pour vous donner une petite idée de la naissance à 7 ans. C'est Sébastien qui va suivre ses enfants. La première consultation de 7 ans, j'ai appelé petite transition entre du coup la néonate et moi, la pneumopédiatre, où je fais un examen vraiment approfondi, une évaluation approfondie sur le plan pneumopédiatrique, mais également général avec la réalisation des premières EFR. Et puis, on se succède avec ma consoeur, le docteur Aubry, qui est chirurgienne orthopédique, tout le long du suivi de ces enfants jusqu'à la transition. Je refais des EFR avec une épreuve d'effort, avec une échographie cardiaque à l'âge de 11-12 ans. Et on avait imaginé, à l'âge de 16 ans, faire de façon vraiment standardisée, de nouveau des EFR, de nouveau une épreuve d'effort et une tomodensitométrie thoracique afin d'avoir un bilan paraclinique vraiment complet pour passer ces patients chez nos confrères adultes. On est en train de travailler, de faire une consultation de transition vraiment avec nous, les pédiatres et les pneumologues. Donc, c'est en train de se mettre en place parce que pour l'instant, ça n'existe pas. Il n'y a pas de parcours standardisé, malheureusement, mais on va réussir à mettre quelque chose en place pour vraiment que chaque patient ait au moins une consultation systématique. Là, c'est un petit brainstorm. J'aimerais aussi savoir ce que vous en pensez, comment ça se passe dans vos centres. Est-ce que vous avez passé, entre guillemets, le relais à vos confrères pneumologues ou autres systématiquement? Est-ce que c'est certains patients et pas d'autres? On avait réfléchi, j'avais beaucoup parlé avec les pneumologues adultes, de réfléchir d'un espèce d'algorithme avec des critères vraiment spécifiques pour dire ce patient-là, on va le suivre beaucoup plus régulièrement. Ce patient-là, non, il ne nécessite pas le CHU, peut-être un suivi en libéral, etc. Aussi impliquer le médecin traitant, parce que voilà, le risque, ça va être la rupture de suivi. Donc, on se disait, si on implique bien les médecins traitants pour au moins maintenir la vaccination antigrippale chaque année, d'être sensibilisé au point d'appel, qu'est-ce qui doit faire orienter son patient vers un pneumologue. Mais on était d'accord pour dire qu'il faut au moins une consultation systématique, comme l'a dit Marine, vers l'âge de 16, 18, 20 ans. On réfléchissait au minimum de la fréquence tous les 3 ans. Vraiment, on est en train de vraiment réfléchir à ça pour essayer de déterminer des critères les plus objectifs possibles. Pour moi, les incontournables d'une transition réussie, on l'a bien dit, donc c'est démarrer tôt, c'est en parler avec le patient, avec les parents assez tôt, bien avant l'âge de 16 ans, pour les préparer aussi, parce qu'ils sont bien attachés aux pédiatres parfois, qu'ils vont aller voir un médecin différent. C'est vraiment quelque chose de flexible, personnalisé. Si le patient a 16 ans ou à 18 ans n'est pas prêt, on peut attendre. Très important de le voir le patient seul, pour l'autonomiser dans sa maladie, dans la prise en charge. Il faut évidemment des pédiatres et des pneumologues adultes motivés pour réaliser cela. Et comme je l'ai dit, le bilan en hôpital de jour, vraiment avoir quelque chose de carré, d'avoir tous les examens systématiques, un courrier très complet pour que la passation soit facile dans le but d'avoir le moins de ruptures de suivi possible.
Voilà. Donc vraiment, et je voudrais savoir comment ça se passe chez vous, qu'est-ce qui est mis en place, et voilà, en pratique. Merci beaucoup. Merci beaucoup Valentine. Mais comme vous l'avez bien compris et comme Valentine l'a bien dit, là l'idée c'était on jette des graines pour plus tard. Voilà. Nous on est dans ce travail-là à Lille. J'imagine qu'on est loin d'être les seuls. On vous a montré un peu ce que nous on faisait. L'idée c'est que les gens reviennent vers nous, nous disent ce que eux font dans leur centre. Alors là, on va pas avoir le temps de le faire ici, mais vraiment d'essayer de construire ensemble un peu à l'image de ce que disait Frédéric comment est-ce qu'on peut construire ensemble une transition qui sera la meilleure possible et qui pourrait être assez facilement consensuelle et transposable à peu près partout en France. Donc là, Valentine a semé les graines de ce qu'on fait à Lille, mais qui est pas forcément du tout un modèle. L'idée, c'est que chacun nous envoie un peu ce qu'il fait chez lui et que plutôt pour l'année prochaine, il y ait un groupe de gens qui sont motivés par ce thème, qui réfléchissent ensemble et qui éventuellement fassent des propositions, si ça convient à tout le monde comme ça. Il y a un point supplémentaire, il me semble, Valentine, qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on a besoin encore d'avoir des informations médicales. Donc, même si on passe le relais, comment faire pour maintenir le contact et avoir des informations sur le devenir de ces patients. Donc, c'est à intégrer dans la réflexion. Oui, bien sûr. Ça va fusionner avec le registre d'Alexandra aussi, notamment pour les... Oui, on avait dit qu'on leur en parlerait au moment de la consultation de transition, effectivement aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir à ce sujet ? Bon, il n'y a pas de questions sur le chat et on est à la bourre. Hop. Voilà, et dernier topo très rapidement. Donc, vous savez que le centre de référence hernie appartient à la filière Fimato, et la filière Fimato participe à l'ERN, donc l'European Reference Network, qui s'appelle ERNICA pour Inherited and Congenital Anomalies. Donc, l'ERN existe depuis 5 ans. L'organigramme n'a pas... Ah ben, ça passe carrément pas. Bon. L'organigramme ne va pas bouger. Donc, on est organisé merci beaucoup, en ce qu'on appelle workstream. Alors, il y a ceux pour les malformations digestives dans lesquels il y a l'atrésie de l'œsophage, les pathologies digestives qui sont l'insuffisance digestive et les pathologies. Et de l'autre côté, on a les malformations du diaphragme et de la paroi abdominale, dans lequel il y a Omphalo et la paroschisis et les hernies de coupole. Et il y a plusieurs work packages pour lesquels Laurent Storm intervient dans celui sur la recherche, et je coordonne celui pour la médecine fœtale avec Yann Deprest. Donc ça, c'est toujours d'actualité. C'est René Vigenen qui était le directeur de cette ERN, et là, il se représente, et je pense qu'on va tous être d'accord pour que ça soit lui qui suive. Et jusqu'à présent, alors ça, c'est l'obstétricienne qui râle, mais c'était quand même beaucoup un registre de chirurgiens pédiatres qui sont... Pardon ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, bon, c'est pas grave. C'est essentiellement un registre organisé par les chirurgiens pédiatres qui sont beaucoup plus dynamiques que nous. Il y a très peu d'obstétriciens, très peu de prénatalistes, avec certains chirurgiens pédiatres qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de leur obstétricien pour faire de la médecine fœtale. Et il n'y a pas beaucoup non plus de réanimateurs. Et Frédéric Gautran, il y a 2-3 gastro, mais donc voilà, on incite dans chaque groupe, pour ceux qui participent aux réunions de l'ERN, qui sont 2 à 3 fois par an, d'y aller avec le trio obstétricien, réanimateur, chirurgien. Et que c'est comme ça que du coup, j'ai récupéré la participation dans un groupe de travail transversal à toutes les ERN sur l'organisation de la grossesse et le préconceptionnel. Donc, c'est quand même assez intéressant. Il y a des gens de tous les pays d'Europe et on participe à un guide qui sera décliné dans toutes les ERN, donc y compris dans ERNICA, pour organiser la prise en charge prénatale avec des discussions assez intéressantes. Par exemple,
les Italiens qui ne voient pas pourquoi on mettrait le diagnostic prénatal, puisque de toute façon, on ne fait pas d'interruption de grossesse, et les Allemands qui ne sont pas complètement d'accord. Donc, il y a des discussions vraiment passionnantes. On a également participé à la création de 3 films, c'est pas très grave, hein, de 3 films pour les parents, pour expliquer ce que c'est que la hernie de coupole, le laparoschisis et l'omphalocèle, qui seront sur la chaîne YouTube d'Hernica dans 3 langues, néerlandais, puisque c'est René Vision est néerlandais, l'anglais et le français. Et on participe également à la mise en place de cours européens. Et le premier cours sera sur les laparoschisis auquel l'équipe de Béclair participe. Voilà, donc juste pour vous dire qu'on est un peu actif également sur l'ERN, que tous ceux qui appartiennent à l'ERN peuvent participer et on vous y incite parce que c'est important également que la France soit visible sur le plan européen. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'on a terminé. Merci Alexandra pour ces informations sur la vie d'Hernica, donc le réseau européen. C'était le dernier exposé de la journée. Je remercie sincèrement tous les orateurs pour leur super présentation et puis tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette réunion. Ça s'est vraiment très bien passé. Je pense aussi aux services techniques qui ont organisé le webinaire. Donc, merci à tous. Une fois n'est pas coutume, on est un tout petit peu en retard. C'est un private joke. Merci à tous. Bon retour pour ceux qui viennent de loin et puis à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.